Donc on accueille aujourd'hui Jean-Pierre Le Goff, qu'on remercie d'être là, hein, de s'être dérangé pour être là. C'est quelque chose qui bien sûr nous passionner parce que quand on parle d'engagement, et c'est ce qu'on fait depuis le début de ce cycle, j'ai toujours envie de dire engagement par rapport à qui, engagement par rapport à quoi, engagement en fonction de quoi. Alors j'ai eu toutes les réponses possibles. Je me souviens de la réponse qui avait été « il faut s'engager pour les autres ». J'avais 5 ans. Ça m'a marqué, oui, il y a longtemps. J'avais une religieuse qui faisait l'école primaire à l'époque et qui avait dit, prenez exemple sur les fourmis. Quand les fourmis arrivent face à une flaque d'eau, les premières fourmis se noient pour permettre aux dernières fourmis, en passant sur le corps des premières fourmis, de s'en sortir. Et elle s'était tournée vers moi en disant, Yves, tu trouves ça beau, j'espère? Ben, je répondais, oui, c'est beau si je suis dans les dernières fourmis. Et ce n'était pas la bonne réponse du tout. Mais comment tu aurais pu être heureux d'être dans les premières fourmis, tu serais allé tout de suite au ciel? Ouais. Bon, ouais, d'accord, enfin, il y a un prix à payer quand même. Mais l'engagement pour les personnes, toujours aussi, on peut se dire, bah oui, mais si les personnes ne valaient pas la peine et qu'on s'est engagé pour une personne, est-ce que ça valait bien le coup? Et si elle m'a trahi? S'engager pour des idées ou une idéologie, quand l'idéologie se met à être incarnée par quelqu'un qui mène cette idéologie jusqu'à quelque chose qui peut être objectivement condamnable, quelle est la valeur de l'engagement? Alors évidemment, quand on est après les idéologies, on peut peut-être réfléchir un peu mieux, c'est la chance qu'on a à peu près maintenant. Alors on s'engage pour quoi? On s'engage pour un sens. Alors là, on va tomber en plein dans ce que Jean-Pierre va nous dire ce soir. Quel est le sens qui nous permet de nous engager? C'est comme ça que je vais t'écouter, Jean-Pierre, ce soir. Quel est le sens qui permet de dire, j'irai jusqu'au bout de mon engagement, parce que finalement c'est un engagement par rapport à moi-même, par rapport au sens que je veux donner à ma vie, par rapport au l'Éra d'Abraham, tel qu'on l'avait évoqué l'année dernière, je vais vers moi, je m'y engage en fonction d'un sens que j'ai perçu. La perception du sens, notamment dans l'entreprise, les représentations qui déterminent le sens qu'on peut lui donner, c'est pas évident. Donc en parlant de sens et d'engagement ce soir, je crois qu'on est en plein au cœur du débat. Merci Jean-Pierre d'être là. Nous nous rappelons notre jeunesse, nous occupions la Sorbonne, toi et moi, quasiment en même temps, mais c'est loin. Mais on s'est engagé déjà à l'époque, me semble-t-il. Oui. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à cette question du surtout pas. Qui est essentielle, si j'ose dire, mais je vais essayer quand même d'éclairer le problème. Ce serait déjà, à mon avis, beaucoup. Quelques mots peut-être en préambule sur la démarche, parce que bon, je suis sociologue, mais je dirais un peu d'un genre particulier, puisque par rapport aux sociologues un peu, pas traditionnels, mais classiques, je m'intéresse surtout à ce que j'appelle le fond culturel des sociétés, ou l'arrière-fond anthropologique en termes de valeurs, de représentation, de comportement, qui imprègnent plus ou moins la société et les acteurs, d'une part. Et deuxième caractéristique, je m'intéresse souvent aussi à la genèse de l'évolution de ces représentations, de ce creuset, ce qu'on pourrait appeler aussi du terme de l'éthos d'une société, entendu comme cette espèce de creuset de valeurs, de représentation, impliquant un certain type de comportement. Qu'est-ce qui a bougé? En gros, c'est tout un peu l'objet de ma réflexion. Qu'est-ce qui a bougé dans cet ethos depuis un demi-siècle, pour faire très court? Alors voilà. Alors, parce que je pense qu'on est dans une société, si vous voulez, on a toujours le nez dans le guidon, pour reprendre une expression liée au cadre, et on est surbooké également, si vous voulez, surbooké, nez dans le guidon, donc il n'y a pas de recul. L'important, c'est la réactivité, la mobilité, la fluidité, le solide, c'est derrière nous, enfin, il y a tout ce discours-là. Précisément, je pense que c'est parce que ça va vite qu'il faut prendre le temps, une espèce de dialectique entre la lenteur et la vitesse qu'on a perdue et qui me semble indispensable. Voilà, je m'arrête là. Alors, pour parler un peu de cet engagement de la fin des idéologies, je ne suis pas du tout persuadé du reste que les idéologies soient mortes, ça fait partie du débat, qu'elles ne se présentent pas de la même façon que dans le passé, mais je pense qu'il y en a encore. Pour en reparler, je vais rapidement développer en 3 points, si vous voulez, monsieur. Je voudrais partir d'un modèle premier, une espèce d'idéal type qu'on se réfère de ce qu'a été dans le passé l'engagement. L'engagement après-guerre, je vais prendre après la Seconde Guerre mondiale, essayer de dégager un certain nombre de traits de cet engagement pour voir dans un deuxième temps quels sont les bouleversements en partant de ce creuset-là qui ont complètement, j'allais dire, chamboulé ce modèle-là et l'ont mis à mal. Et je prendrai un certain nombre de grands événements historiques, dont mai 68, mais pas simplement mai 68, qui ont amené
à revoir complètement les modalités anciennes de l'engagement. Puis dans un troisième temps, mais je n'ai pas la réponse, je m'intéressais sur les effets produits de ces bouleversements aujourd'hui, avec un sujet qui me paraît crucial, qu'est-ce que j'appelle le nouveau fossé des générations. C'est-à-dire, parce que j'ai des sondages ici, par exemple, je voyais dans un sondage comment le jugement sévère des Français sur la jeunesse. Je ne sais pas si vous connaissez ce sondage, mais c'est terrible. C'est terrible. Dans l'ensemble, les jeunes sont jugés égoïstes à 63%, paresseux à 53%, intolérants et vraiment aucune appétence. Alors, on a du mal. D'ailleurs, j'entendais quelques remarques sur la difficulté à faire venir des jeunes dans un certain nombre de conférences. Donc, je vais essayer de traiter de ça. Pas directement, mais quand même. Voilà, alors, sur le premier point, je vais essayer de dégager, si vous voulez, un modèle type en partant des forces politiques, si je me situe directement dans l'après-guerre, avec deux grands courants, on va dire, le nationalisme et le socialisme, qui ont, si vous voulez, permis un investissement passionnel très fort. On l'a oublié, mais il y avait un investissement psychologique, un investissement passionnel qui était très fort. On pourrait parler du communisme de la même façon. Le mot passion est important, puisque on va regarder le type de passion que c'était, mais il faut le remettre en perspective par rapport à aujourd'hui. Est-ce qu'on a affaire au même type de passion, même s'il reste une dimension passionnelle? Est-ce que c'est la même? Je ne crois pas. Mais, pour le dire autrement, cet investissement émotif et affectif, ou cet investissement psychologique, pouvait être un investissement total dans une certaine forme d'engagement politique. Le communisme, vous n'avez pas connu cette période, mais les ex-communistes, quand ils parlent de leur expérience, parlent d'une espèce de foi, de sacré, de passion totale, d'engagement total. Bon. On pourrait prendre de l'autre côté ce qui était fasciste entre les deux guerres, qui est aussi un type d'engagement où on s'investit pas en demi-mesure. Vous voyez, c'est pas l'individu qui vient, qui zappe, on est pris totalement. Bon, je prends le cas extrême, volontairement. Donc, première dimension, si vous voulez, la passion. La deuxième caractéristique, c'est que ce type d'engagement implique des clivages des camps et des conflits très forts. Je ne vais pas reprendre le communisme, l'anticommunisme, le nationalisme. Troisième caractéristique, je vais très vite, excusez-moi, ce type d'engagement passe par des épreuves et des sacrifices. On pense au nationalisme à travers la guerre, prêt à se sacrifier, amour sacré de la patrie, si je reprends les paroles de la Marseillaise. Donc, et le communisme dans la lutte d'une classe amenant un état de la société, ou le socialisme amenant un autre type de société. Donc, si vous voulez, on est prêt même à se sacrifier, et on l'a oublié, c'est une dimension importante. Dernier point qui caractérise ce premier moment, c'est que ces engagements sont liés à une vision de l'histoire. La place de la nation dans l'histoire, qui est à la fois séculaire, qui se rejoue à chaque défi. Si on prend De Gaulle, c'est quand même ça. Si je prends le socialisme, elle est liée à une vision de l'histoire historique, c'est qu'on participe d'une lutte, mais ces luttes s'inscrivent elles-mêmes dans un mouvement historique amenant, avec l'espérance qu'il y a derrière, un autre type de société. On oublie comment cette espérance-là a pu mobiliser des gens. Mais c'était quelque chose qui a été longtemps vivant dans le XXe siècle. Quand on regarde le début du mouvement ouvrier, Jaurès, ce qui a été même l'anarcho-syndicalisme, il y avait toujours l'idée d'une perspective qui dépassait l'existant. Question qu'il faut s'interroger, où elle est aujourd'hui, mais j'en reviendrai dessus. Donc voilà un premier type d'engagement. Je vais en prendre un second, quelques années plus tard, dans une optique beaucoup moins sacrificielle, qui est une logique réformiste et beaucoup plus pacifiée, les années 1960. Un peu avant 68, et pour ça je peux vous donner, j'abandonne un peu le gaullisme et le communisme, je viens sur un courant plus réformiste, avec un homme politique et un militant syndical. L'homme politique, c'est Pierre Mendès France, qui dans La République, alors ça c'est un texte qui date de 62, La République moderne. Je peux vous lire simplement l'exigence qui est posée à ce moment-là, qui est évidemment pas l'exigence sacrificielle, mouvement messianique, historique, mais qui est quand même présente dans l'angle d'une citoyenneté républicaine, on va dire, pour le faire court. La démocratie de l'État peut-elle vivre si le plus grand nombre possible d'individus ne participent pas directement à la gestion des affaires? Participer directement à la gestion des affaires. Le bulletin de vote demeure symbolique si le citoyen se satisfait de cette forme de souveraineté. La volonté nationale ne peut triompher que si le peuple exerce directement son action au sein d'innombrables organisations locales ou nationales. On a d'ailleurs oublié qu'à cette époque, les clubs, les associations au sein même de la société étaient extrêmement vivantes. Il y avait toute une dynamique sous la 4e.
de ces associations, de ces clubs de réflexion. Je pourrais, bon je m'arrête là, mais donc un citoyen actif, pas simplement le suffrage. On a une autre personnalité de l'époque assez importante qui était le créateur, un des grands créateurs de la CFDT, qui s'appelait Eugène Descamps, qui est mort depuis, il est mort en 96. Et il avait écrit un livre au titre tout à fait significatif en 1971 qui s'appelle « Militer, une vie pour un engagement collectif ». Vous voyez, c'est quand même pas rien. Et voilà ce qu'il disait. Et c'est un militant ouvrier, donc toute sa vie partant du milieu ouvrier, toute sa vie était l'engagement syndical. Voilà ce qu'il disait. Comme certains militants communistes ont trouvé dans le parti leur épanouissement, le militantisme m'a permis d'acquérir une dimension que les conditions de mon entrée dans la vie professionnelle me permettaient difficilement d'envisager. Ayant quitté l'école à 12 ans et demi et commencé à travailler avant 13 ans, il était certain que dès le départ, j'étais désavantagé. Mon engagement militant m'a permis de trouver un enrichissement intellectuel moral. Il insiste beaucoup d'ailleurs sur l'enrichissement intellectuel moral, une dimension, dit-il, même spirituelle, puisque c'est un chrétien. Voulant bâtir une société à l'échelle humaine, comme disait Léon Blum, le monde était ce qu'il est, il fallait pour moi placer l'exigence plus haut, ainsi j'avais quelque chance de réaliser mon idéal. Alors bon, Et il dit, alors, problème, qu'est-ce que c'est qu'un militant? Il dit, bah oui, mais alors quand on milite, même avec cette optique, il faut quand même faire des sacrifices, et il les indique. Il faut bien sacrifier un certain nombre de satisfactions, dit-il. Combien de fois un syndicaliste trouvera-t-il le temps pour aller au théâtre? Vous voyez, déjà, au cinéma, combien de jours de vacances prend-il chaque année? Quel sport pratique-t-il? Dans mon cas, j'aime la peinture, j'aime la musique. Il m'a fallu renoncer à beaucoup de ces joies. Il doit y avoir des pans entiers de moi-même que je n'ai pas pu vraiment développer. Pour tout, il en est de même. Ça, je ne sais pas si c'est une mentalité. On est obligé de faire des choix, donc vous faites des impasses par rapport à tout ce que vous pensez possible, et donc ça nécessite des sacrifices. Et lui, il les assume d'une certaine façon, en disant, bah oui, je me suis engagé, je ne regrette pas, effectivement, j'ai laissé de côté, et les qualités morales et intellectuelles, l'épanouissement de ces qualités l'emporte sur le passif, malgré les insuffisances en quelques domaines. Alors bon, je passe sur ce qu'il dit sur sa femme, qui paraîtrait aujourd'hui peut-être un peu... on ne peut pas être militant toute sa vie, 30 ans de sa vie, si on n'a pas une femme qui participe, qui comprend, qu'on rentre à minuit ou 5 heures du matin après les réunions, évidemment, qu'on part 3 jours quand on a une période de greffe, on ne soit jamais à la maison. D'ailleurs, il a remercié au passage, mais je ne sais pas si cette vision de la femme pourrait aujourd'hui, bon, elle date, mais il insiste beaucoup sur cette dimension-là. Voilà donc un modèle, voilà deux modèles, si vous voulez, hein, le modèle un peu sacrificiel du lendemain de la guerre, un modèle qui reste quand même sacrificiel, mais qui est déjà un peu, d'une certaine façon, adouci, mais qui reste présent. Alors la question est très simple. Qu'est-ce que est devenu ce modèle-là? Si vous voyez, sacrifice, qu'est-ce que est devenu cette caractéristique-là? Alors moi je pense qu'effectivement, qu'en est-il donc de la passion, de l'engagement qu'on voyait au début? Qu'est-ce qui est devenu cette passion? Et qu'en est-il même de façon plus douce de cette citoyenneté active sur le modèle un peu républicain? On se dévoue à l'intérêt public, on se descend sur soi-même, c'est pas simplement pour se faire plaisir. Bon, qu'est-ce que ça devient tout ça? Voilà la question. Alors moi je pense qu'on peut estimer qu'à juste titre, il y a un certain nombre de caractéristiques qui demeurent. Dans le bénévolat aujourd'hui, vous avez des gens qui se dévouent, qui ne sont pas payés, qui ne sont pas dans une logique d'instrumentalisation, quoique même dans les associations caritatives, on voit des gens qui viennent, c'est important d'avoir ça dans le CV, si vous voulez. C'est déjà un peu différent. Si vous avez une expérience dans le bénévolat d'association, c'est important, en plus ça se comprend aussi d'une certaine façon. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Alors, mais enfin, néanmoins, la générosité, le dévouement résiste. Le militantisme donc n'a pas disparu non plus, syndical et politique. Je parlais avec quelqu'un, dès qu'il y a des réunions ici, on met des politiques ensemble, il y a beaucoup plus de monde. Parce que ça dure sur le long terme, c'est autre chose, mais ça existe. Alors en même temps, moi je constaterai une chose, avant de juger, c'est que le militantisme ne fonctionne plus comme avant. On peut prendre un certain nombre de signes, vous les connaissez sûrement. Un, les camps et les clivages, tels qu'ils existaient, tels que je les ai décrits, ne sont plus les mêmes. Par exemple, si je prends un récent sondage de la Fondation Jean Jaurès, qui est sorti en 2012, 58% des Français estiment dépasser, le clivage gauche-droite. Alors 35% estiment que c'est nullement dépassé, et dans les 35%, c'est les militants du Parti Socialiste, c'est les adhérents du Parti Socialiste
qui sont évidemment majoritaires dans cette circonscription. Mais, première remarque, les clivages, les camps tels qu'ils étaient aux tranchées, ils restent, mais ils sont beaucoup plus pacifiés, ils sont beaucoup moins conflictuels. Non seulement ça, vous avez des gens, et ça c'est le problème de l'électorat, qui sont phénomènes nouveaux, capables de passer d'un camp à un autre. Ce que vous n'auriez pas vu, si vous voulez, il y a un demi-siècle, 40 ans, dans les familles communistes, c'était de père en fils, ou dans le métier, chez les syndicalistes. Là, on a affaire, chez les jeunes générations, à des choses qui sont assez inédites, qu'il faut reconnaître. Alors, j'y reviendrai pourquoi. Deuxième caractéristique, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui ne recoupent pas les camps politiques tels qu'ils étaient aussi tranchés. On pense évidemment à des questions comme l'immigration, la question de la nation, qui a longtemps été, et qui reste encore marquée à droite. On s'aperçoit que c'est plus compliqué, que même au sein de la gauche aujourd'hui, il y a une réflexion qui part sur cette question-là. Alors qu'avant, c'était quand même pas tabou, mais enfin, c'était que la droite. L'immigration, c'est aussi un débat qui est ouvert, et je dirais également sur les mœurs. Les clivages sont transversaux. Par exemple, si vous prenez la question de l'homoparentalité, vous apercevez qu'à droite comme à gauche, c'est clair, mais à droite aussi, il y a tout un courant qui a accepté l'homoparentalité au sein du MP. Bon. Donc, si vous voulez, je ne dis pas que les clivages ne restent pas, je dis que les frontières sont beaucoup moins nettes et d'une certaine façon plus mouvantes que par le passé. J'y rajouterai un dernier point. La classe ouvrière, ce qu'on appelait le peuple des gauches, a aussi lui-même évolué. D'ailleurs, il y avait beaucoup, à mon avis, d'exagération quand on disait que la classe ouvrière votait à gauche. Elle votait majoritairement à gauche jusqu'aux années 90. Elle reste encore majoritaire à gauche, mais par exemple, il y a toujours eu un courant à droite, un courant de la classe ouvrière qui votait à droite. À peu près 35%, autant je me souviens de l'électorat gaulliste, par exemple. Et aujourd'hui, on a vu que cette classe ouvrière, ou ce qu'on appelait le peuple de gauche, ça devient plus compliqué. Si vous regardez par exemple la manifestation à la Bastille, vous aviez ceux qui avaient participé à la Bastille en 81, qui d'ailleurs avaient pris un sacré coup de vieux, et qui revivaient leur jeunesse. Mais je ne suis pas du tout persuadé que ceux avec qui ils étaient tout à fait de la même, le même type d'individus. J'y viendrai là-dessus qu'ils étaient. Non pas qu'ils étaient enthousiastes aussi, mais ce n'était pas forcément la même chose. Alors voilà un peu un phénomène de choses. Si je regarde l'implication, dans l'engagement, il y a le mot implication, l'investissement. Je vais prendre des phénomènes qui, moi, m'ont intéressé en tant qu'observateur. Le phénomène, par exemple, des universités d'été. Prenez les universités des partis. Les universités des partis ou les écoles des partis, c'était un moment où les militants se réunissaient, ça continue d'être ça, discutaient entre eux, avec une dimension de démocratie participative très forte, où de l'ensemble des idées pouvait aller se dégager un projet. Je ne sais pas combienième projet on en est. Depuis 20 ans, le nombre de projets censés émaner d'une participation, d'un enrichissement du débat politique issu de la base, il y en a eu beaucoup, si vous voulez. Le problème, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent. Mais il y avait ce moment de rassemblement entre soi. C'est très différent, par exemple, j'ai regardé l'université, quand vous avez 50 caméras, quand je dis 50, qui attendent les leaders du parti, qui calculent leur arrivée et qui parlent en fonction de l'image qu'ils donnent et en fonction d'un calcul qui quand même est très politicien. Vous allez me dire, ça a toujours existé, pas à ce point. D'ailleurs, j'avais, moi, observé l'université du Parti Socialiste, j'avais été frappé par un brave gars qui voulait, parce que tout le monde intervenir pour participer à l'enrichissement du projet. Visiblement, ça commençait, c'était embêtant parce qu'il ne fallait pas parler, il y en avait d'autres, et tout était en direct à la télé. Hein. Donc ça change le rapport à la chose politique. Et la chose Deuxième remarque, donc la place du militant n'est plus la même, et là où la logique de communication et de l'image l'emporte, on n'est pas dans le même rapport au politique, du point de vue militant. Deuxième remarque, la primaire socialiste. Ça aussi, ça m'a intéressé comme phénomène social nouveau. Je crois que, évidemment, c'est un succès, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce que ça signifie. Or, j'ai été frappé par ce que j'appellerais un nouveau type d'adhérent, ou de militant flou, ou le militant ponctuel, ou l'adhérent ponctuel. Vous aviez d'ailleurs, c'était au moment de Ségolène Royal, l'adhérent à 10 €. Enfin, vous payiez 10 €, vous pouviez participer au débat dans le cadre de la démocratie participative. Là, c'est descendu à 1 €. Vous avez donc l'adhérent possible à 1 € qui va participer, pas simplement des débats, ça c'est tout à fait normal, parce qu'il y a les frais, mais qui va pouvoir voter. Donc, le poids d'un militant classique, celui qui est engagé,
depuis des longues années, celui même qui va encore faire le porte-à-porte, va avoir dans le vote, je l'indique, le même poids que celui qui arrive et qui va zapper, parce qu'ensuite il va dire ça. Je dis, je ne veux pas porter de jugement en disant c'est bien, c'est pas bien, mais ça, c'est un phénomène nouveau. C'est pas le même type d'engagement. J'y rajouterai un troisième élément tout à fait nouveau, c'est le suivi des débats. Et ce qui m'a beaucoup frappé, il y a une logique qui existait avant, qui a toujours existé, mais une logique qui est beaucoup plus de supporters que de militants. Et les nouveaux moyens de techniques de communication favorisent ça, c'est-à-dire on envoie immédiatement un SMS, il a marqué un point dans le débat, et vous avez même des logiciels pour en envoyer en pagaille, en fonction de telle phrase ou pas telle phrase. Et même, il y a une dimension, je discutais avec quelqu'un, il me disait, mais on a l'impression quand même que ça ressemble de plus en plus aux supporters de foot. C'est-à-dire, on crie sa joie, on exprime sa joie, mais c'est pas tout à fait la même chose que les militants d'avant, constatons-le. Je dis pas que c'est... Je reviendrai ensuite sur ce qu'on peut en penser. Mais là, je suis dans l'ordre du constat. Constatons une chose, si la passion existe bien, elle n'est pas de la même nature que celle du passé. Voilà. Alors, vous allez me dire, il y a quand même des beaux restes, puisque par exemple, si je prends l'extrême gauche, c'est quand même, prenez les trotskistes. Eux restent sur une dimension sacrificielle, mais regardons-y de plus près, si vous voulez. Par exemple, prenons Toutou, c'est ça, et Besancenot. Ils sont très sympathiques, c'est des gens qui ne ressemblent en rien aux militants trotskistes, bolcheviques. Bon, il y a peut-être encore Hello qui reste un peu comme ça, c'est pas un peu triste, mais enfin il y a la fête aussi. Mais si je prends par exemple ces deux leaders trotskistes, excusez-moi, c'est pas le bolchevique, pas couteau entre les dents, mais sacrificiel, la lutte de classe, etc. On a plutôt, je veux dire, on a plutôt envie de prendre un coup avec lui, quoi. Il est plutôt sympa, il est cool, il est relax, bon, il dit des trucs, en plus, il dit carrément, et il est sincère, ça je reviendrai là-dessus, c'est pas important. Par exemple, moi je me suis intéressé à ces livres, parce qu'il faut les lire. Par exemple, Besancenot, à propos dans son livre « 100 mots pour changer le monde ». Vous savez, c'est un abécédaire, et il commence par le mot amour. Je vais vous dire ce qu'il écrit. La révolution est le contraire de la violence. Elle est un temps d'engagement. Et je continue un peu plus loin. On ne s'est jamais battu pour autre chose, les révolutionnaires ne se sont jamais battus pour autre chose que pour leur épanouissement personnel. Il fallait aller demander ça aux révolutionnaires de l'époque, mais je crois que là... Alors, et bon, évidemment, on remet un peu le sacrifice. Guevara, ça passe mieux, parce que Guevara, mon Dieu, s'il était sacrificiel, mon Dieu, s'il a sacrifié ses hommes. Mais c'est pas grave, il a un côté un peu romantique et sacrificiel, on peut le mettre sur le t-shirt, si vous voulez. Mais il y a quand même une sacrée différence. Dire que les révolutionnaires, c'était pour leur épanouissement et pour le bonheur et l'amour, Trotsky disait la guerre civile, vous allez voir, si on tue les gens, il ne faut pas hésiter. Bon, c'est pas grave. À propos de la sincérité, je vais vous lire un autre personnage dans un autre champ politique. Je crois que l'amour, être sincère en politique, c'est très important, et je crois que la sincérité est un fondement d'engagement politique, auquel s'ajoute l'amour. Je le disais dans mon premier livre, je crois que la politique, c'est de l'amour. L'amour des gens, de son pays, de leurs coutumes, de sa langue, de sa réussite comme de ses échecs, et je prends tout. Marine Le Pen. Il y a dans l'engagement, je ne suis pas jugé, on pourra discuter sur les propositions politiques, c'est pas, je me situe un peu au-dessous, si vous voulez, dans la représentation, le projet culturel. Ce qui est l'engagement, la passion, elle a quand même évolué vers une forme de sentimentalisme, où la sincérité, l'authenticité de la parole, le sentiment est quelque chose qui est très important. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas importants avant, mais la passion était beaucoup plus, j'allais dire, violente, beaucoup plus engagée. Là, on est dans quelque chose, vous voyez, de plus doux. Et reste Mélenchon. Par exemple, vous allez me dire, si je prends aujourd'hui Mélenchon. Mélenchon, effectivement, là aussi, on va dire, il y a quand même la lutte de classe, il y a quand même tout ce discours tribal. D'ailleurs, je suis très frappé de la façon dont il parle, rappelle De Gaulle. Il y a un ton, par moments, c'est incroyable. Pour ceux qui écoutaient De Gaulle, on dit, mais tiens, vous avez écouté, c'est pas possible la façon dont il parle. Là. Et en même temps, il y a de l'ancien et du neuf, parce que la lutte de classe, qui repartirait comme ça, nous revoilà, nous, la vieille taupe qui creuse, etc., elle est quand même très particulière. C'est pas le mouvement ouvrier d'avant, il y a du neuf, c'est le mouvement social. Et le mouvement social, c'est quelque chose d'assez bigarré.
Parce qu'il y a quoi? Il y a des services publics, il y a des ouvriers, il y a des femmes, des étudiants, des lycéens, auxquels se rajoute le mouvement homosexuel, lesbienne, trans, auxquels se rajoutent les Noirs de France, la diversité. Tout ça forme le mouvement social, si vous voulez. C'est autre chose. On peut discuter de cette mais c'est autre chose. Si vous regardez les propositions, vous apercevez qu'il y a des propositions très classiques en ce qui concerne les revendications de ce Mélenchon, mais c'est juste à pose à côté une dimension, là aussi, tout à fait nouvelle, qui est la dimension culturelle. Et notamment une formule qu'il a prononcée à la Bastille, sur mettre dans la Constitution la libre disposition de soi. Ça concerne l'euthanasie, ça concerne les mœurs, le corps, mais ça concerne aussi le droit du sol intégral, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais ça n'est pas la marque, si vous voulez, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc même chez ceux qui, d'une certaine façon, peuvent faire penser à l'ancien, à chaque fois est introduit un élément nouveau. Donc on est là véritablement à quelque chose à monde de neuf. Alors comment comprendre ça? C'est un peu ce qui m'importe. On peut penser à juste titre que cette évolution, et c'est mon point de vue, s'inscrit largement en partie dans l'évolution de la pacification des rapports sociaux des sociétés démocratiques. Après tout, c'est pas plus mal qu'on ne se tape pas sur la figure, un coup de barre de fer, ou dans les manifestations qui s'affrontaient, avec toujours cette image un peu en arrière-fond de guerre civile. C'est plutôt mieux. Le sacrificiel, où on sacrifie tout, etc., il y a un besoin de l'individu de vivre dans une société moderne. Donc c'est plutôt, ça participe bien, à mon sens, d'une évolution des sociétés démocratiques dans ce qu'elles comportent de pacification. Je ne vais pas reprendre Benjamin Constant du XIXe siècle, mais enfin il dit, écoutez, ne confondons pas la démocratie à l'antique, c'est-à-dire où tout le monde doit être impliqué, et celui qui n'est pas impliqué, il n'est pas un vrai citoyen. Démocratie directe, participative, un peu de façon constante. Vous voyez cette image qui existe. Il y a le suffrage universel, il y a l'état de droit, et puis dans une société moderne, ça ne peut pas être les petites cités antiques, parce que les révolutionnaires français avaient aussi cette image de l'ancienne cité et d'une participation dynamique. Eh bien, dans la société moderne, les individus vaquent à leurs occupations. Ils gagnent de l'argent, ils travaillent, ils ont ce qu'ils appellent leur jouissance privée. En quoi c'est mal? En quoi ça serait plus mal qu'une démocratie constamment participative? Là, on rentre dans la modernité démocratique. On a le suffrage universel, on a aussi une séparation privée-publique. On ne va pas sans arrêt vous surveiller ou vous engueuler parce que dans l'espace public ou vos paroles, vous voyez, on sépare les choses et on respecte l'état de droit. Voilà. Et la démocratie des modernes et non pas celle des anciens, les cités grecques, c'est derrière nous, il y a la taille de la cité n'est pas la même. Un pays, ça veut dire un gouvernement représentatif, et non pas un gouvernement de démocratie directe comme dans la cité athénienne. Ça veut dire, surtout pour ce qui m'importe, un type d'application qui n'est pas du même ordre. Je ne vais pas reprendre sa formule, je l'avais noté quelque part, à propos de l'autorité politique, que l'autorité politique se borne à être juste, nous nous chargeons d'être heureux. Donc le politique, contrairement à ce qu'on a cru dans les modes d'implication intérieure, n'a pas à réaliser l'accomplissement du genre humain, n'a pas aussi à s'occuper jusqu'à ce point du bonheur des hommes, vous voyez. Voilà une autre conception de la politique. Après tout, cette évolution dont je vais passer les grands traits participe de l'évolution démocratique. Pour autant, je pense, et je l'ai noté un peu, il y a quand même un certain nombre de choses problématiques dans cette évolution. Et je voudrais essayer de voir, essayer de comprendre, vous faire comprendre, à mon avis, c'est une interprétation qui, évidemment, comme toute interprétation, se prête à débat et discussion, mais qu'est-ce qui s'est passé à peu près en un demi-siècle, pour faire très court? Qu'est-ce qui s'est passé que pour le moule premier de l'engagement tel que je l'ai décrit précédemment, ou même, je dirais, le moule beaucoup plus pacifié républicain, a glissé vers des formes tout à fait nouvelles et qui, à mon avis, sont, moi je pense, c'est un point de vue, sont problématiques du point de vue de la citoyenneté. On pourra en discuter, mais c'est mon point de vue. Alors, je ne vais pas vous détailler tout ça, un demi-siècle, passer en revue l'histoire, etc. Je voudrais simplement partir de 3 moments clés d'évolution qui, à mon avis, ont amené une évolution problématique de l'engagement tel qu'on vient de décrire. D'abord, au tournant des années 1950-1960, le développement de ce qu'on a appelé la société de consommation et des loisirs, j'y viendrai, qui a amené un type d'individu qui ne correspond pas à l'ancien militant, à l'ancienne figure du militant.
C'est à mon avis un premier tournant extrêmement important. Le deuxième tournant, qui va d'ailleurs dans la foulée, c'est mai 68. Deux mots sur mai 68, j'ai écrit un gros ouvrage dessus, donc on ne va pas détailler, mais c'est un deuxième moment qui a bousculé l'ancienne figure du militant. Et puis, le troisième moment qui est extrêmement important, qui est aussi important que les autres, c'est le milieu des années 70, la conjugaison d'une crise culturelle ouverte en mai 68, et la fin des Trente Glorieuses, et avec la fin des Trente Glorieuses, la fin d'une certaine représentation de l'histoire. Alors je vais essayer de balayer rapidement ces trois moments. Société de consommation de loisirs. Je ne peux pas trop développer, ça nécessiterait toute une conférence, mais disons qu'à partir de la fin des années 50, la période propre de la reconstruction de la France arrive à son terme. Et on entre véritablement avec le développement de la consommation, des biens de consommation qui touchent directement la vie quotidienne. On pense à la radio, à la télévision, mais aussi au cinéma, à la machine à laver. Vous avez tous en tête ces images des années 60. On passe à autre chose. La France accomplit ce que Henri Mandras appelait la seconde révolution française, où la France sort du 19e siècle, véritablement à ce moment-là, sort des archaïsmes du 19e siècle, entre dans une nouvelle époque. Alors, je voudrais m'arrêter sur en quoi cette nouvelle époque, société de consommation de loisirs, est ce qu'on appelle à l'époque, ça peut paraître bizarre, vous qui travaillez sur la communication, à l'époque on dit, mais il y a un phénomène nouveau qui s'appelle les masses médias. On parle de masses médias. On parlera des médias, de la com, etc. Et c'est quoi? C'est la télévision qui rentre dans les foyers, le tourne-disque, le cinéma, les loisirs, l'imagination qui va avec. Alors je voudrais un peu peut-être m'arrêter sur quelque chose qui est assez particulier, qui est ce qu'on a appelé la civilisation des loisirs. Il y a un sociologue aujourd'hui complètement oublié, qui s'appelait Geoffroy Dumastier, qui a écrit avec Aline Ripper un gros livre sur la civilisation des loisirs. On passait à l'époque, il y a beaucoup de débats, de la civilisation du travail à la civilisation des loisirs, avec beaucoup d'interrogations, qu'est-ce que c'était ce nouveau monde dans lequel on entrait. Pour moi, il participe de ce mouvement des démocraties qui se pacifient. Et alors, par exemple, les militants, ceux qui s'étaient engagés, pas simplement les militants communistes, nationalistes, mais les militants syndicalistes, les militants, on pourrait dire aujourd'hui deuxième gauche, chrétiens, sont interpellés par ça. Voilà par exemple ce qu'écrit Dumastier, il le dit très bien. Les créateurs, les éducateurs, parce que c'était quand même les éducateurs socioculturels, vous voyez déjà à cette époque ça existait, les militants qui se proposent d'exprimer, qui expriment souvent leur tourment intellectuel, en fait ils vont se trouver confrontés à une réalité nouvelle, les loisirs, voilà ce qu'il dit, les soirées, les week-ends, là on parle déjà, les vacances, sont eux aussi remplis d'idées forces, d'un style tout à fait nouveau. Mais c'est pas... Parce que, si vous voulez, avant, pour le militant, les périodes de congé, c'était quand même l'éducation. Vous formiez. Il y avait une vision, d'ailleurs, profiter du temps pour se former en tant que militant. Il y a beaucoup de stages, beaucoup de réunions, etc. Bon, elle existe encore. On est quand même en 59. Il écrit ça, donc c'est encore vivant. Mais il voit déjà apparaître autre chose. Ce n'est pas seulement le manque d'enthousiasme ou de compétences des animateurs sociaux-culturels qui expliquent ces phénomènes très graves d'indifférence civique ou politique. Comme on pourrait le croire à travers les innombrables confessions et autocritiques stéréotypées qui jalonnent la route des échecs de qui? Des militants. À l'époque, s'il n'y a pas de monde, c'est parce qu'on n'a pas assez bien préparé, on n'a pas assez... Mais il y a moins de monde. Et alors, à chaque fois, c'est le militant, surtout quand il est un peu chrétien, se pose la question, c'est normal. Il dit, mais est-ce que c'est pas nous qui n'avons pas assez? C'est vrai, c'est légitime. Eh bien, il dit, oui, il y a plein d'autocritiques comme ça, mais il y a un phénomène que vous ne voulez pas voir, c'est qu'on est en train, si je puis le résumer, de passer à autre chose. On est en train d'entrer dans une nouvelle société. Alors, ça va très loin les interrogations, parce que je ne peux pas vous résumer, là, c'est un cours complet, je pourrais le faire, mais... il y a une phrase, par exemple, sur les masses médias que je trouve assez important en 59. Le développement avec les masses médias est ce qu'il appelle le développement du plaisir de la conversation dans le temps libre. On parle beaucoup, etc. Le développement du plaisir de la conversation dans le temps libre risque non pas de préparer ou de compléter, mais de remplacer toute participation active à la vie sociale, l'inflation des informations reçues. L'inflation des informations reçues. Donner, échanger, peut créer l'illusion que l'on a agi beaucoup pour la société quand on a beaucoup bavardé sur elle.
écoutez, je trouve 59. Je trouve que depuis, je dirais que cette idée, je pense que cette illusion s'est considérablement développée, notamment avec les nouveaux moyens de communication qui donnent l'impression que ça n'arrête pas. Vous ouvrez une radio, de point de vue sur eux, puis bon, après basta, puis vous allez changer quoi? Bon, enfin bref. Donc, et avec beaucoup d'inquiétude, ces militants deuxième gauche s'inquiètent, ils disent mais qu'est-ce que va devenir la figure du militant, y compris syndical? Ils se posent la question, les citoyens des sociétés industrielles s'imposent des contraintes exténuantes du travail, mécanisées, et reportent sur le loisir son vœu de liberté. Et vous avez une dichotomie, le loisir, c'est la vraie vie, alors que toute la civilisation, la société antérieure, le travail, c'est la réalisation de l'homme. Et là, il y a un espèce de changement qui s'opère, où le sens de la vie, puisqu'on parlait du sens, va s'effectuer dans le temps libre. Et les militants se trouvent confrontés au week-end. Bon, il y a déjà à cette époque, ils disent on a du mal à ramener du monde. Parce qu'il y a un phénomène nouveau, la classe ouvrière, il y a le camping, ils partent les week-ends. Vous allez d'ailleurs trouver ce phénomène extraordinaire en mai 68, je reviendrai, où les barricades, grève générale et barricades, donc ça y est, on est dans le retour du mouvement ouvrier avec ses symboles, puis arrive le week-end de la Pentecôte quand on remet l'essence. À ce moment-là, il n'y a plus personne, tout le monde, parce que quand même, on est pour dépasser la société capitaliste, etc., mais il y a quand même des habitudes, un certain nombre d'acquis, dirons-nous, et donc, et d'ailleurs, je pense qu'au passage, la révolution citoyenne, je ne sais plus, c'est Mélenchon qui en parle, etc., où même les indignés se heurtent à une réalité des sociétés démocratiques. Les week-ends ne sont pas simplement la dictature des marchés financiers, qui sont les week-ends et les vacances. C'est-à-dire qu'il faut toujours attendre la rentrée pour qu'elle redémarre, la société, la révolution citoyenne, vous voyez. Et ça fait partie, après tout, d'une évolution des sociétés démocratiques. Mais il faut quand même il faut quand même affronter ça quand on parle de l'engagement. Et ça, c'est nouveau. Bon, je pourrais développer, je m'arrête là. Donc, on est vraiment passé déjà en 50-60 à autre chose. Deuxième élément clé, qui va d'ailleurs dans la continuité, mai 68. Alors là, bon, rapidement, parce que là aussi je pourrais passer des heures dessus, pour essayer d'aller à l'essentiel. Je pense, première idée, qu'il faut distinguer l'événement historique que représente mai 68 de ses effets qui vont perdurer dans la société après, et que l'événement lui-même n'appartient à personne. Alors, on peut l'interpréter, c'est un événement à multifacettes, je vous renvoie à mon livre 68, Héritage impossible. Moi, je soulignerai une dimension qui me paraît essentielle de 68, c'est ce que j'appelle le moment de pause et de catharsis dans une société démocratique développée qui, en l'espace de 30 ans, c'est-à-dire même pas 30 ans, entre la guerre et 68, s'est trouvée considérablement transformée. Est sortie du 19e siècle à grande vitesse, est devenue urbaine, une politique campagnarde, a pris des nouvelles habitudes, on en a parlé dans le CD. Tout d'un coup, cette société s'offre le luxe, en pleine période des 30 Glorieuses, de dire on s'arrête avec des tas de textes, voyons où en sommes-nous de ce progrès qui devait nous libérer, enfin je ne vais pas vous citer par cœur ces textes, mais cette dimension de mai 68 est présente, avec une deuxième dimension qui est très importante, qui est la dimension d'aspiration à ce que la société, les individus prennent la parole par rapport à un État qui, à l'époque, rappelons-le, est quand même assez hautain, autoritaire, et il y a la figure paternelle du général de Gaulle en face. Ce n'est pas tout à fait le même type d'État. Je dirais ça n'a pas grand-chose à voir non plus avec la figure déjà passée de Nicolas Sarkozy, qui s'apparente plus à un manager réactif qu'à une figure d'autorité, si vous voulez, classique. Enfin, c'est du moins mon analyse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que cette dimension-là, mais je crois qu'elle existe. Alors, le problème de mai 68, c'est que d'une certaine façon, vous dites c'est reparti comme avant. Pourquoi? Grève générale, barricade. Alors, on remet en scène tout ça. Et en même temps, les acteurs sont tout à fait les mêmes, puisqu'il y a des jeunes baby-boomers qui sont plutôt élevés dans une société qui n'ont pas connu les épreuves, la guerre, etc. Et on les appelle à l'époque les enfants gâtés, par rapport aux générations précédentes. Donc il y a à la fois de l'ancien et du neuf. La France, c'est ce que j'ai appelé la France entre deux mondes, et qui y entre difficilement. Mais en fait, très vite, ce qui va se passer, ces aspirations qui existent, quand je disais qu'elles n'appartiennent à personne, que va faire le général de Gaulle en 69? Autant Dieu sait qu'il quand même s'est opposé, beaucoup moins Pompidou d'ailleurs. Le général de Gaulle, oui, va en 69 proposer un référendum où le mot d'ordre c'est participation. Il faut développer la participation dans tout le monde va critiquer, mais
Passons, on peut analyser le contenu, mais regardons à quoi ça correspond. Il y a eu 68 alors. Et il y a même une réforme de décentralisation, une réforme du Sénat qui part de mai 68. Alors tout ça, alors il y a une autre gauche qui va reprendre d'une autre façon ce courant-là, mais tout ça va partir très vite vers des horizons qui n'étaient pas prévus. Et je pense que les horizons vers lesquels va partir ce mouvement est intimement lié à ce que j'appelle son héritage impossible. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. Cet héritage impossible, il est constitué d'un certain nombre d'idées, de représentations qui vont aboutir très vite à l'impasse. Première représentation, ce que j'appelle l'autonomie comme référence absolue. Vous aviez une révolte tout à fait contre le patriarcat, le paternalisme. On veut être autonome, mais j'insiste sur un point. La logique de revendication d'autonomie, à l'époque, s'affirme face à un pouvoir qui est là et qui s'assume comme tel, et qui assume même la répression d'une certaine façon. Donc il y a une dimension de dynamique de transgression. Mais il y a tout d'un coup l'autonomie, alors je ne vais pas vous citer, j'en ai des kilos si vous voulez dans ma hotte, sur l'autonomie érigée en absolu. À la limite, la pointe extrême de ce courant-là, c'est tout ce qui n'est pas moi est un agent de domination à mon égard. Donc je suis autonome et je me méfie de tout ce qui est au-dessus de moi pourrait contrer mes propres besoins d'autonomie. Deuxième point qui va de pair, je viens d'en parler, à cette exigence absolue d'autonomie, une représentation du pouvoir, de l'autorité, des institutions, tout ça c'est l'équivalence. Autorité égale pouvoir, égale institution, égale domination, égale aliénation, une espèce de glissement. Et on se méfie terriblement. Et là, on entre dans une nouvelle période, j'y viendrai sur les effets, où occuper des postes de responsabilité, que vous soyez dans le syndicat, dans une association, que vous soyez dans une institution, va devenir beaucoup plus difficile. Parce que vous avez, je dirais, ça va faire partie d'une nouvelle ère du temps, une espèce de suspicion assez inhérente à l'individu par rapport aux autres, par rapport à ce qui existait avant, vis-à-vis, encore une fois, de tout ce qui, d'une certaine façon, est au-dessus de lui, représente quelque chose qui va le diriger. D'ailleurs, ça va se retrouver dans le problème du management. Il y a même un courant du management qui va essayer d'amadouer ça à sa sauce. Enfin, bon, je ne peux pas rentrer là-dedans, j'ai beaucoup écrit sur ce courant des années 80 qui va effectivement s'inspirer des 68, qui, à mon avis, va avoir quelques aléas. Ça, c'est autre chose. Alors, troisième aspect de cet héritage impossible, je vais vite, une certaine vision de l'homme. On va l'appeler rousseauiste. On pourrait beaucoup discuter sur Rousseau, mais pour faire très vite, ce sont les institutions, la société qui conditionnent totalement l'homme. D'où le problème de sa responsabilité. Il suffit que vous changez de société ou d'institution pour que la bonté naturelle dans l'homme trouve à s'épanouir. Et quatrième aspect qui est très important, on va aller vers une histoire, une vision de notre propre héritage et de notre propre histoire extrêmement noire, dès les années 70. Je pourrais vous citer des textes, où finalement le passé de la France, et le passé de l'Europe, et plus globalement, le passé occidental, après un peu une époque triomphaliste, ethnocentrique, qui existait, qui était ethnocentriste, vous voyez, cette apologie de l'Occident, de ses valeurs qui démonaient le monde. Là, on passe carrément, on commence à passer carrément de l'autre à l'inverse, avec un problème de rapport à soi-même comme issu d'un héritage qui va devenir problématique. Les 68 arts à l'époque, qui sont des enseignants, ont un problème, parce qu'ils doivent transmettre un héritage à des jeunes, mais eux-mêmes doutent de cet héritage. C'est quand même assez problématique, si vous voulez. Voilà quelques éléments. Et je pense, je n'ai pas le temps de trop développer, parce que sinon je n'ai pour des heures, je pense que cet héritage impossible va très vite, dans la foulée, rencontrer un autre événement, qui est le tournant des années 70, avec la fin des 30 Glorieuses et le chômage de masse. Quand vous conjuguez ces deux événements, je pense que les effets de ces deux événements conjugués sont extrêmement déstabilisants et destructeurs du point de vue de l'anthropologie sociale. Je voudrais m'expliquer un peu sur ce point, et notamment sur ce dernier point qui est en fait, je dirais, les années un peu 70. Ou d'ailleurs, j'insiste sur un point, on parle par exemple du féminisme et de l'écologie. Je vous signale qu'en 1968, allez chercher des textes écologiques, vous n'en trouverez pas. On est en plein dans les 30 Glorieux. Le féminisme, excusez-moi, c'est zéro. C'est zéro. C'est après, c'est dans les années 70. Il y a un groupe féministe, ils sont 5, qui s'appelle Masculin Féminin. Je parle bien de mai 68 et juin.
qui ensuite, très vite, dans la foulée, va se développer. Mais en mai-juin, beaucoup de textes, on dirait aujourd'hui, sont à connotation militante un peu machiste, excusez-moi, mais relisez les textes de l'époque, y compris de la commune étudiante. Moi, je veux bien que ça soit féministe, mais pas tout à fait. Et d'ailleurs, les femmes à l'époque, y compris à la Sorbonne, on les met plutôt dans les crèches, à faire la cuisine, etc. On n'est pas encore dans les années 70. Par contre, ça va venir très vite. Et vous avez l'écologie va se développer véritablement dans le moment de basculement où on arrive à la fin des Trente Glorieuses, et avec la fin des Trente Glorieuses, c'est toute l'idée d'une histoire en marche vers toujours plus de progrès qui est en question. Et ça, c'est un basculement fondamental des sociétés, qui vont d'ailleurs avoir beaucoup de mal à se réarticuler à un nouveau développement. Je pense à l'époque, c'est Giscard, qui d'ailleurs va inscrire son mandat sous le signe du changement. Avant, on parlait de l'industrialisation de la France, le changement. Le changement pour le changement, on n'en est pas le changement au cœur du projet, le projet au cœur du changement, etc. Parce qu'il y a toute une rhétorique du changement. Mais pour moi, le changement, le mot même, par rapport à l'idée qui était présente de progrès et de réforme, marque un moment où la vision historique qui avait existé depuis la modernisation de l'après-guerre, on perd cette dimension, j'allais dire, de l'histoire et de la vision historique plus longue. On est dans une optique, et à l'époque, c'est déjà sortir du tunnel. On attend. Enfin, le problème, c'est que la société attend toujours du tunnel, notamment en ce qui concerne le chômage. Donc je pense que ces éléments de chômage de masse, c'était une dimension anthropologique très importante. Pourquoi? Parce que le travail est une dimension économique et sociale, mais pour moi, il y a une dimension anthropologique extrêmement importante. Dans la sortie de l'adolescence, telle que ça existait antérieurement, c'est la confrontation avec l'épreuve du réel, la limite, l'entrée dans des collectifs de travail à la fois de coopération mais aussi de conflit. Il y avait ça, il y avait le service militaire, après, du point de vue j'allais dire, des différents âges de la vie. Il se trouve, je constate que c'est plus le cas, et que donc ce qu'on appelle l'adolescence, qui était déjà prolongée en mai 68, va se prolonger de plus en plus longtemps. Certains parlent d'adolescents, c'est-à-dire 30, 40. Et alors, je reviendrai sur la situation des jeunes générations, elle est à la fois économique et sociale difficile, mais pour moi, cette dimension économique et sociale, elle est en même temps anthropologique. On ne peut pas séparer la dimension économique et sociale sans penser les effets du non-travail, de la période d'attente avant d'avoir un emploi, du non-logement, c'est-à-dire rester chez ses parents, du fait du passage à l'âge adulte. Et ça, je pense que c'est un défi de la situation qui est très important. J'y reviendrai. Alors, je m'arrête sur ces points, j'ai pris ces trois événements et je vais essayer d'aller très vite pour qu'on ait un débat. Ça a produit quels effets? Problématique. Je vais insister sur la dimension problématique. Je pense qu'il y a un individualisme de type nouveau. Entendons-nous bien. Il y a un individualisme que je trouve positif, qui est lié à la modernité. Cet individualisme lié à la modernité, on peut le dater, etc. Mais disons, prenons les Lumières. Une autonomie de jugement liée à un recul réflexif et critique qui fait, je renvoie à certains textes philosophiques, y compris de Kant, sur le passage à la majorité. Être majeur par rapport à la minorité. Vous voyez, les mineurs et les majeurs. Et donc, il y a aussi avec l'éducation, les Lumières, la possibilité de s'extraire de ces communautés premières d'appartenance dans lesquelles on était liés, la communauté familiale, même si elles existent, il ne s'agit pas de nier, mais on s'en extrait à un moment donné. On se veut individu autonome. Les communautés confessionnelles, on n'est pas simplement membre d'une communauté, on essaie de s'en extraire, de réfléchir par soi-même, et on se pense comme individu autonome. Ça, pour moi, ça fait partie des acquis de la modernité. Donc, quand je parle d'un nouvel individualisme, ce n'est pas celui-là qui est visé. C'est que je pense qu'à partir de ce premier modèle individualiste, qui avait sa dynamique historique, il y a eu un glissement qui s'est opéré, et je voudrais essayer de prendre quelques aspects problématiques de cet individualisme. D'abord, c'est un individualisme que je pourrais dire qui est beaucoup plus désaffilié qu'avant. Alors, prenons la famille. Bon, je reviendrai sur le fossé des jeunes générations, mais c'est pas du tout quand vous êtes en 50, en 60, même s'il y a des problèmes familiaux, on n'est pas dans les familles, le même nombre de familles dites monoparentales, par exemple. On n'est pas dans les familles gentiment appelées recomposées, qui sont généralement décomposées. On n'est pas dans des fratries, dans les couches populaires. Parce que là, on a des choses tout à fait inédites du point de vue de ce terreau anthropologique
qui d'ailleurs, pour moi, ne sont pas étrangers à un certain nombre de phénomènes. Donc, on dit, mais comment cela est-il possible? Il y a des phénomènes de violence qui sont assez inédites, de passage à l'acte. Pour moi, je ne peux m'empêcher de relier cette dimension de passage à l'acte à cette déstructuration anthropologique. Mais j'y mets aussi le travail dedans, parce que ce n'est pas simplement la famille, c'est le collectif du travail, c'est le collectif de travail. Et avec le collectif du travail, c'est le fait de participer à une histoire qui remonte à loin, d'une institution, d'un collectif, etc. Et puis on pourrait dire également, d'une certaine façon, les collectifs, y compris des bourgs, des cités, parce qu'avant d'être ce qu'on voit, les banlieues, étaient aussi des lieux de sociabilité, en 50 et 60. On voit que là aussi, c'est glissé. Donc, problème de désaffiliation. Deuxièmement, je dirais un individualisme qui est très auto-centré, qui a beaucoup de problèmes, je le disais tout à l'heure, avec à la fois le rapport au pouvoir à l'institution. Il développe, je dirais, un rapport ambivalent. C'est-à-dire que, à la fois, ça c'est l'héritage impossible de mai 68, je me méfie du pouvoir de celui qui représente l'autorité, parce que est-ce qu'il ne va pas me manipuler, est-ce qu'il ne va pas me tromper? On nous cache tout, on nous dit rien. On pourrait prendre des chances, d'ailleurs, de l'époque, comment tout ce terreau a glissé. Et en même temps, je suis dans un rapport avec cette autorité où il doit répondre au plus vite à mes besoins. Et s'il ne répond pas plus vite à mes besoins, à mes désirs, je ne dirais pas que c'est un agent de domination à mon égard, mais c'est profondément injuste et je suis victime. Et ça peut se comprendre. Mais c'est le raisonnement, à mon avis, il est dans cette ambivalence. Il est dans cette ambivalence. Et ceux qui occupent des positions institutionnelles, y compris les leaders syndicaux, ont affaire à ce nouveau type de mentalité, où c'est très difficile d'occuper une position de pouvoir sans être soupçonné de je ne sais quel projet. Alors, il peut y en avoir, hein, c'est pas mon propos, et je pense que ça peut être salutaire aussi de critiquer les pouvoirs. Mais attention au retournement, jusqu'où va-t-on? Parce qu'à ce moment-là, c'est le rapport de confiance qui est complètement sapé. Et pour construire quelque chose, dans des rapports de ce type-là, vous ne pouvez rien construire, vous construisez toujours sur du sable. Voilà, à mon avis, cet individualisme. Et puis, je dirais un individualisme existentiellement flottant. Je m'explique, excusez-moi cette expression. C'est quand le passé ne paraît plus comme ressource possible, c'est-à-dire quand le passé paraît définitivement ringard. Et il y a toute une rhétorique managériale que je critique, qui n'arrête pas de nous dire que vraiment, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent ne savons rien, que le passé ne nous parle plus, nous n'avons plus de ressources à aller chercher du côté de notre tradition, on va dire même européenne par rapport au mode anglo-saxon qui pénètre à toute vitesse le terreau européen dans le mode du management. Mais au-delà de ça, c'est bien plus général. C'est que le passé est devenu ringard. Quant à l'avenir, il n'y a plus de marche de l'histoire. Elle est ouverte sur des régressions possibles et on ne sait pas sur quoi. Alors quand l'individu, dans le rapport au collectif, à l'institution, a déjà du mal à se situer, quand en même temps, il n'est plus porté par cette dynamique historique, le passé qui ne trouve plus à se rattacher, le présent qui ne se retrouve plus à se rattacher au passé, mais qui ne se raccroche pas non plus à l'avenir, est existentiellement flottant. Comment vous le remplissez? À mon avis, par l'activisme. Je suis très frappé de voir que les collectifs de travail n'ont plus à la fois ce recul réflexif, mais non plus de champ. Je parlais de la réactivité comme qualité, ou mobilité comme qualité première, valorisée comme compétence, par rapport à une vision, si vous voulez, historique qui prend du champ, et qui puisse s'appuyer à la fois sur les ressources du passé, non pas pour c'est formidable, etc., mais il y a un discernement, on peut voir sur quoi on peut s'appuyer, sur quoi pas s'appuyer, et aussi sur un avenir discernable. Quand vous n'avez pas ça, il y a une source d'angoisse dans le rapport au collectif et dans l'histoire, où ce qui compte, c'est le présent, la visibilité dans le présent et vos propres performances dans un présent devenu maîtrisable. Et à ce moment-là, l'activisme, que j'appelle l'activisme communicationnel et managérial, va à plein. Les gens sont surbookés. Je veux dire, même chose, même aujourd'hui, ce n'est pas simplement un phénomène collectif, de collectivité de travail, c'est un phénomène existentiel. Prenez les retraités. Au moment délicieux, ils vont pouvoir enfin, calmement, avoir du temps libre. Il se trouve que le temps libre, dans cette période historique, est meublé d'activités multiples. Je ne parle pas des enfants et de l'insouciance des jeux, qui doivent être éducatifs et remplis d'activités multiples. Tout est surbooké. Ça, c'est un air du temps extrêmement problématique. Parce que là, vous n'avez plus de vision.
Et je crois que c'est valable dans beaucoup de domaines d'activité où, encore une fois, on y se retrouve. Donc voilà, à mon avis, la nouvelle situation. Quant au fossé des nouvelles générations, je m'arrête là, je crois qu'il est réel. Je vous parlais de la méfiance qui existe avec les jeunes, je ne parle pas du mépris, mais il y a quand même aussi une vision on ne comprend pas comment il fonctionne, etc. Ça a toujours existé. Et je pense qu'il faut prendre acte d'un certain nombre d'évolutions. Le contexte est complètement différent. Le chômage de masse. Écoutez, l'association de la jeunesse en 60, je vois les 68ards qui ne comprennent pas les jeunes, c'est gentil, mais enfin, il y avait quand même l'emploi qui était tout tracé, il y avait quand même un avenir tout tracé. Donc il y avait une sécurité. C'était même trop sécurisé, donc il fallait sortir des rails. Aujourd'hui, c'est complètement l'inverse, il n'y a plus de rails. Donc, si vous voulez, c'est une situation du point de vue économique et social qui est différente. Travail, logement, parce que ça, c'est un truc très important. Pour être autonome, il faut gagner sa vie, sortir du cocon familial, etc. C'est complètement différent. Troisième élément, à mon avis très important, c'est la place des générations, la façon dont on éduque les enfants. Je vais prendre deux schèmes extrêmes. Avant, vous aviez des périodes de la vie, la petite enfance, ça existe encore, la jeunesse, l'adolescence, l'âge adulte. Et chaque période était marquée par un certain nombre de rituels. Si je prends la sortie de l'adolescence, c'était généralement, soit la religion mettait un rituel, s'appelait la communion solennelle, par exemple, enfin il y en avait d'autres. Et le passage à l'âge adulte, c'était le service militaire, le travail et le mariage. Enfin, pour prendre des choses. Mon propos n'est pas de dire « ah, c'était quand même mieux avant ». Mais regardons le bouleversement. Tout ça a sauté. Tout ça a sauté. Donc, avec ce qui a sauté, on va dire, on prend beaucoup plus en compte la psychologie de l'enfant, ses étapes du développement. D'ailleurs, je suis frappé par le développement du règne des psychologues dans tous les domaines. Les individus sont d'autant plus autonomes que le nombre de psychologues qui les accompagnent, de coachs, se démultiplie. C'est quand même un paradoxe extraordinaire, mais pas ça. Mais sur ce passage à l'adulte, on s'aperçoit qu'il y a un brouillage des différents âges de la vie. Et les jeunes se trouvent aujourd'hui dans des situations extrêmement difficiles. On ne les a jamais, d'une certaine façon, autant mis en avant et valorisés depuis qu'ils sont petits. Aujourd'hui, je suis frappé, même pas les bébés, mais enfin vers 4 ans, on commence à leur donner la parole parce qu'on disait en 68, sois jeune et tais-toi, et la discipline imposait le fait de rester bien droit à table notamment, de se taire, etc. Aujourd'hui, si le jeune ne parle pas, il est quand même anormal, il faut quand même, on va trouver les moyens de le faire parler, si j'ose dire, en allant le mettre, c'est un psychologue, pour ceux qui ont les moyens. Pour les autres, c'est difficile. Mais il faut qu'ils participent, il faut qu'ils soient citoyens. Les conseils municipaux jeunes, sans parler des parlements des enfants, il se trouve que je les ai regardés de près, je dois dire que je trouve ça très sympathique que des jeunes, à peu près 8 ans, 12 ans, participent au Parlement, singent un peu les adultes, parce que moi je reste, si vous voulez, sur une vision de la condition humaine, où on est petit, il y a quand même le modèle adulte, et donc on essaie de le copier. Et quand vous voyez par exemple des jeunes parlant dans la publicité sur un certain nombre d'émissions, vous avez l'impression qu'ils sont vieux. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que chez certains jeunes, mais je parle même des enfants, ils ont des... Là, on disait l'âge de l'insouciance, du jeu. Ils sont sérieux, ils sont tristes. Il y a quelque chose de l'humain qui a bougé d'une certaine façon. Ça, je trouve que c'est honnêtement parmi les évolutions les plus inquiétantes. Je trouve que mon prochain livre portera là-dessus, mais je n'ai pas le temps de vous en parler. Et les jeunes, je finis, ils sont à la fois valorisés comme ils n'ont jamais été, ils sont au centre... Et en même temps, ils doivent être compétents dès leur plus jeune âge. On va les évaluer dès qu'ils sont petits. Les compétences, ça commence à la maternelle. À la fois, on leur dit, vous êtes autonome, vous êtes libre, mais en même temps, vous devez vous conformer à un modèle de bon comportement. Et on les place dans des situations impossibles. C'est les injonctions à l'autonomie, à la responsabilité. Soyez autonome, soyez responsable. Il n'y a pas que dans les entreprises qu'on voit ça. Ça concerne aussi, y compris la petite enfance très tôt. Ça s'appelle des injonctions paradoxales qui rendent les gens fous. Comment voulez-vous ne pas être fragile avec ça? Et on leur demande d'être performants, on leur demande de s'évaluer, de s'auto-évaluer. En plus, ils sont dans des situations où il n'y a pas de travail, où c'est difficile de trouver un travail, il n'y a pas de logement. Et en même temps, ils doivent être performants. On est dans une espèce de méli-mélo qui, à mon avis, est terriblement, je pense, déstructurant. Je m'arrête là. Ma vision peut vous paraître extrêmement pessimiste, je vais en discuter. Je pense qu'il y a des éléments qui vont
peuvent relancer une dynamique. Je laisse ça au débat. Simplement, j'ai juste une formule que j'emploie beaucoup. Pour moi, si vous voulez être optimiste ou pessimiste, il faut faire attention. Parce que je trouve que l'intelligence n'a pas à être optimiste ou particulièrement pessimiste. Et il y a une formule que je ressors à chaque fois, excusez-moi, je vous la redonne ici, c'est optimiste de la volonté, pessimiste de l'intelligence, optimiste de la volonté. Je pense qu'on peut être tout à fait pessimiste et très actif. On peut faire des choses et vouloir transformer les choses en étant pessimiste. Et l'intelligence n'a pas à être optimiste. La vérité en tant que telle, si vous cherchez à analyser les choses, vous dites, mais attention, dans ce que vous décrivez, vous n'avez pas peur d'être pessimiste, mais je veux dire, je m'en fiche. Est-ce que les points qui sont analysés sont vrais ou pas? Comment on fait ensuite pour changer ça? Ça, c'est autre chose. Mais l'argument du pessimisme, j'admets tout à fait que je peux apparaître tout à fait pessimiste. La question, quelles sont les ressources? Je pense que quand même, on est arrivé à la fin d'un cycle historique. Tout ce que je viens de vous décrire, cette dynamique, ce changement, on voit bien que ça craque de tous les côtés. D'une certaine façon. On parlait de l'éducation des enfants. On n'est plus dans l'époque post-68ard. Maintenant, l'autorité, on insiste même, on peut même passer, à mon avis, assez vite d'un extrême à l'autre. Si vous voulez. On voit bien les impasses de l'autre, et là, il y a d'autres dangers qui peuvent arriver. On voit bien comment la première dynamique, elle est épuisée. La transgression, il y en a encore à faire, oui, sûrement. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la transgression dans une société devenue permissive? Là où vous aviez une dynamique de la transgression, elle va aller où? Regardez les films à la télévision, jusqu'où on peut aller dans la violence. On voit bien que là aussi, ça ne marche plus. Sur le plan politique, je vous parlais des camps, des engagements. On voit bien que les plaques commencent un peu à bouger. Donc il y a un certain nombre d'éléments dans la situation historique elle-même qui montrent que nous sommes peut-être arrivés à la fin d'un cycle historique. Et le sens de l'engagement à retrouver, moi je n'ai pas les clés, si vous voulez. Mais ce que je pense, c'est que tout dépend dans quoi vous voulez vous engager. Il y a l'engagement politique, il y a l'engagement dans les associations, il y a des tas d'engagements possibles. Mais personnellement, moi je sais ce à quoi je tiens, et je terminerai là-dessus, je tiens un type d'engagement. Je pense que dans une période aussi confuse que la nôtre, on a besoin d'une citoyenneté éclairée beaucoup plus que de l'indignation et de la subjectivité débridée, de la dénonciation victimaire. C'est mon point de vue. Je pense qu'on a besoin d'éclairer un certain nombre de choses, et que ça, c'est un type d'engagement qui me paraît absolument indispensable dans la période. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé le club avec mes moyens, qui s'appelle Politique Autrement, qui ne travaille pas sur la politique directe, mais sur ce que j'appelle l'arrière-fond du politique. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions aujourd'hui qui sont transversales, qu'on doit pouvoir réfléchir en toute liberté. Et surtout, je pense qu'il manque des espaces où on puisse débattre librement sans être immédiatement soupçonné d'être dans le bon, dans le mauvais camp. Pour moi, ça compte beaucoup, si vous voulez. Je pense qu'il faut des espaces de ce type-là, et en même temps de ces espaces de ce type-là, des espaces où on puisse opérer un travail de reconstruction. Il y a deux choses dans les causes de la société qui, à mon avis, sont problématiques. L'absence de travail, et donc il y a la question économico-sociale, qui est essentielle. Mais je pense qu'il y a aussi la dimension culturelle au sens anthropologique du terme. Et pour ça, il faut retravailler, y compris ce qui, dans notre propre histoire, peuvent constituer encore des acquis. Donc il y a une réappropriation intellectuelle qui, moi, me paraît indispensable. Voilà, au moins, sans dire, voilà le nouveau sens, etc. Voilà quelques pistes de réflexion. Excusez-moi, j'ai été très long. Mais j'ai dit à peu près l'essentiel de ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Jean-Pierre.